Bien, je pense que vous m'entendez, donc il est 13h30, nous allons démarrer. Donc merci à tous d'être présents et d'être aussi nombreux pour ce sujet. En route pour la facture électronique, je vais passer, j'espère, une demi-heure au maximum pour vous expliquer euh, les tenants et les aboutissants de cette facture électronique dont les enjeux sont assez importants et donc nous allons démarrer sans plus attendre. Alors, la facture électronique, c'est vraiment l'année de la révolution numérique, puisque en 2024, on va voir les échanges inter-entreprises et la relation avec l'administration totalement modifiée. Alors, s'il y a bien sûr eu un énième report, on va dire, de la réforme au 15 septembre dernier, qui a fixé un nouveau calendrier, c'est pas pour qu'elle tombe dans les oubliettes, c'est pour que les entreprises, et ça a été à la demande des grandes entreprises, pour que tout le monde puisse s'y mettre correctement à partir du 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille. Donc cette réforme est importante et elle a été précisée par la loi de finances pour 2021. Elle rentrera en vigueur progressivement entre 2024 et 2025. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, par contre, c'est qu'en sus de la transmission d'une facture électronique, le texte fiscal impose aux entreprises de transmettre à l'administration fiscale un certain nombre de données de facturation et de paiement, et à terme de disposer d'une version pré-remplie de la déclaration de TVA. Alors, les entreprises que nous sommes vont devoir s'adapter et anticiper les changements et les processus comptables, aussi bien pour les fournisseurs que pour les clients. Et ce sont des modifications profondes qui auront un impact important sur vos process de facturation et sur votre organisation administrative. Et puis après, on va voir émerger aussi de nouveaux services qui vont accompagner la facture électronique dans un nouvel écosystème qui est en train de se constituer. Alors sans plus attendre, comme il y a quand même pas mal de choses à dire, on va tout de suite enchaîner avec le sommaire. Donc on va vous expliquer dans un premier temps les principes de la facture électronique. Puis après, je vous présenterai la réforme sur la facturation électronique. On essaiera de vous donner les réflexions que j'ai pu lire et voir sur les impacts de la réforme en termes de processus comptable. Et enfin, on vous présentera une plateforme qui existe déjà, celle qui est dédiée à la profession comptable pour les experts comptables et leurs clients afin de les aider à se numériser et à passer à la facture électronique. Alors, quels sont les objectifs déjà qui sont poursuivis par la facture électronique? Alors, on a des objectifs entreprises. Donc, alors c'est déjà d'accélérer les délais de paiement, d'accélérer la transmission avec la facture électronique, d'accélérer les traitements avec des données qui seront intégrables automatiquement pour réduire au maximum les traitements manuels qui sont aussi source d'erreurs. C'est aussi de réduire les coûts de traitement avec l'automatisation des données électroniques. Alors, on verra cette notion d'interopérabilité tout à l'heure. On va aussi avoir la possibilité de réduire les perturbations. Et puis, en général, c'est, d'après beaucoup d'études qui ont été faites, le coût moyen d'une facture papier est en général, qui tourne autour entre 13 et 15 euros, va être divisé par 4, parce qu'on estime en général qu'une facture électronique coûte plus que 3 euros en termes de traitement. Si on regarde toutes les étapes qu'il y a à faire pour établir une facture, c'est-à-dire la réception, la saisie, la validation, le règlement, la gestion des litiges parfois et son archivage. Donc, bien sûr, l'archivage sera aussi une économie à travers la facture électronique puisque ça demandera moins de coûts et puis ceci, c'est dans une optique également de développement durable. Alors, il y a des objectifs qui sont poursuivis ou qui permettront des gains pour l'entreprise, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même un texte fiscal qui l'impose aux entreprises. Et l'administration fiscale l'assume clairement. Il y aura bien sûr une volonté de continuer à digitaliser la relation avec l'administration fiscale, ça c'est toujours le cas, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi le contrôle de l'administration fiscale des flux en facture et en temps réel. Donc c'est surtout une lutte contre la fraude carrousel qui est clairement assumée par l'administration fiscale, puisque vous avez la Cour des comptes ou l'INSEE qui estime en général le manque à gagner par rapport à la fraude à la TVA entre 10 et 20 milliards.
et la Commission européenne qui l'estime en général à 12,8 milliards d'euros. Donc la généralisation de la facturation électronique, c'est vraiment une nouvelle arme de destruction massive pour l'administration fiscale qui pourra recevoir en temps réel vos factures et toutes les factures qui sont échangées dans le cadre B2B en France. Et donc à partir de ce moment-là, elle pourra généraliser et automatiser des contrôles sur la TVA tout au long de l'année, avec l'automatisation, par exemple, de recoupement entre la TVA collectée chez les fournisseurs et la TVA déduite chez les clients, la vérification de l'application correcte des taux. Ça peut être aussi le rapprochement des taux de TVA dans l'entreprise et du montant de la dette fiscale figurant au passif du bilan, le contrôle de la répartition des opérations entre celles qui relèvent de la prestation de services et des ventes de biens. Enfin voilà, il peut y avoir énormément de contrôles automatiques, avec notamment aussi encore la détection chez les clients particuliers des activités professionnelles occultes non déclarées grâce à l'analyse des transactions en B2C, et vérifier encore d'autres demandes de remboursement de crédits de TVA frauduleuses dans le cas des nouvelles sociétés qui déclarent des acquisitions d'immobilisation fictives et qui ne sont pas nécessairement qui ne font pas l'objet d'instructions approfondies selon l'aveu même de l'administration fiscale. Ensuite, on pourra encore contrôler les dépassements de seuil d'imposition et ne plus attendre forcément l'arrivée de l'alias fiscal pour le faire. Voilà. Donc, vraiment, c'est un outil de plus dans l'arsenal de l'administration fiscale pour faire diligenter des contrôles sur la TVA. Et puis après, à terme, l'objectif aussi, c'est de pré-remplir vos déclarations de TVA, un peu comme c'est déjà le cas avec la déclaration d'impôt sur le revenu sur la base de toutes les informations qui auront pu être collectées par l'administration fiscale. Voilà un petit peu les objectifs poursuivis. Ne nous leurrons pas sur la possibilité qui seront utilisées par l'administration fiscale. Alors pour commencer, vraiment, il faut savoir de quoi on parle et de savoir qu'est-ce qu'une facture électronique. En vrai, une facture électronique, c'est une facture qui a été conçue, émise, reçue sous forme électronique et qui est archivée sous forme électronique sur tout son parcours. Donc, elle doit garantir l'authenticité de l'origine, c'est-à-dire que la facture doit garantir l'identité de son émetteur. Elle doit être inaltérable ou garantir l'intégrité du contenu. C'est-à-dire qu'une fois que la facture est émise, il doit être impossible de la modifier, de la dupliquer ou de la supprimer. Et ensuite, elle doit être lisible. Toutes les informations qui sont contenues dans la facture doivent être lisibles, soit aussi bien par les programmes informatiques que par les hommes. Alors, petit point d'attention, c'est-à-dire qu'une facture dématérialisée, c'est-à-dire qu'une facture que vous avez scannée et que vous avez envoyée par mail ne constitue pas une facture électronique. Elle n'a pas été créée électroniquement à l'origine. Et donc, celle-ci ne constitue pas une facture électronique. C'est une facture dématérialisée qui n'aura plus lieu d'être en 2026, selon le calendrier qui a été fixé par l'ordonnance du 15 septembre dernier. Ensuite, comment ça va se passer au niveau des principes? C'est-à-dire que le fournisseur va créer un fichier informatique qui recense les éléments de la facturation. Ce fichier va être transformé en données informatiques et il va être envoyé via un mode électronique. Alors, c'est là qu'on va faire intervenir quelque chose qui n'existe pas encore vraiment dans l'environnement en France, c'est les plateformes privées. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, on a le destinataire qui va recevoir le fichier de données. Ce fichier va être intégré à son système d'information et cette intégration va pouvoir déclencher le paiement de la facture et son intégration au système de saisie comptable. Donc, on va gagner du temps en productivité pour l'intégration des données et bien sûr, ça passera encore par des plateformes, donc il faudra se connecter à des plateformes. Les factures n'arriveront pas par mail directement, puisque le mail sera abandonné dans les prochaines années, au fur et à mesure, puisque c'est aussi un souci en termes de cyberattaque notamment. Enfin, nous allons voir maintenant les termes qui sont indispensables à connaître et à comprendre quand on parle de facture électronique. Vous avez sans doute entendu parler de l'e-invoicing, qui est en fait ni plus ni moins que la mise en place progressive d'une obligation de facturation électronique entre assujettis B2B. Donc l'e-invoicing, basé sur la transmission des factures de vente entre les fournisseurs et son client, en format électronique par le biais d'une ou plusieurs plateformes, étatiques ou privées, certifiées par l'État. Et donc là où il faut être vigilant et bien comprendre que ce n'est pas que de l'envoi de la facture électronique, de vous vers votre client, c'est également
un système de collecte pour l'administration fiscale de tout échange de factures qui associera la plateforme publique qui s'appelle Chorus Pro et qui est la plateforme de l'administration fiscale et qui obtiendra ainsi les informations en temps réel sur vos transactions et avec quels opérateurs vous serez. Corrélativement à cela, vous avez l'e-reporting. Alors, qu'est-ce que c'est l'e-reporting? C'est aussi une obligation, mais cette fois-ci de transmission à l'administration fiscale des données de facturation dans le but plus tard de créer des déclarations de TVA pré-remplies. Alors, toutes les entreprises assujetties à la TVA qui sont établies en France sont concernées par le e-reporting lorsqu'elles réalisent des opérations avec des clients particuliers B2C. Et donc, on verra encore dans d'autres cas avec des opérateurs étrangers. Enfin, voilà, donc retenez que, voilà, schématiquement, hein, pour commencer, quand vous êtes en B2C, vous n'aurez pas une facture électronique à émettre vis-à-vis de votre client, mais par contre, ça sera un e-reporting avec toutes les informations de paiement et d'autres informations qui permettront finalement à l'administration fiscale de savoir qu'est-ce qui s'est passé et de calculer aussi l'exigibilité de votre TVA. Donc l'e-reporting, c'est une obligation en B2C et l'e-invoicing, c'est plutôt une obligation qui concerne les assujettis en B2B. Ensuite, parallèlement à cela, on aura la coexistence de plateformes immatriculées en qualité de plateforme partenaire qui cohabiteront avec une plateforme publique, qui est aujourd'hui celle de Chorus Pro, pour émettre de manière dématérialisée des factures entre assujettis à la TVA et transmettre les données de e-reporting à l'administration fiscale. Et enfin, il y aura un sujet aussi sur les formats de factures, puisqu'à partir du 1er janvier 2026, les factures papier ne seront plus autorisées pour toutes les transactions B2B et B2G. Alors B2G, c'est Business to Government, c'est-à-dire les factures qu'on envoie par exemple à l'hôpital et qui sont déjà obligatoires depuis quelques années maintenant. Donc le format PDF disparaîtra au profit de formats structurés et la piste d'audit fiable restera obligatoire, hein. Donc là, la piste d'audit fiable, c'est déjà une obligation qui résulte d'un texte et qui est applicable depuis le 1er janvier 2014, qui est demandé par l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal, hein. Voilà. Autres termes qui sont importants de connaître, c'est le scellement numérique. Alors, le scellement numérique, c'est l'équivalent de la signature numérique, c'est-à-dire que, par exemple, nous, au cabinet Sécal, on signe, les experts comptables signent les bilans de manière numérique, donc c'est une signature d'une personne physique. Et bien, le scellement numérique, si vous voulez, ça sera le cachet d'une personne morale, donc ça sera le cachet d'une entité et qui permettra de faire une signature numérique et de faire de l'horodatage. Donc, il faut retenir que le scellement numérique, c'est l'équivalent de la signature électronique, mais pour les personnes morales, entre guillemets. Le PDF, bon, ça, je pense que vous savez tous ce que c'est un PDF. Donc, bientôt, on aura des PDF signés. C'est ce standard qui offre la possibilité d'intégrer une signature dans les documents PDF. Et je voulais aussi vous parler du format XML, c'est-à-dire Extensible Markup Language. C'est le langage de balisage extensible et c'est un des maillons ou une des pièces de la facture électronique qui permettra de faciliter l'interopérabilité entre les systèmes d'information. Et ce standard apparaît vraiment comme étant le standard de référence pour la facturation électronique, parce que bien sûr, dans chaque pays, certains vont inventer des standards. Alors en France et en Allemagne, on va plutôt s'acheminer vers un format qui s'appelle la facture X, qui est en fait un document mixte qui relie à la fois un PDF qui est lisible par les hommes et à la fois un fichier XML et qui donne les données de balisage relatives à la facture. Et donc tout cela sera dans un fichier au format PDF A3. Enfin, dernier terme que je voulais évoquer avec vous, c'est l'interopérabilité, parce que le but recherché pour la facturation électronique, c'est de permettre aux différents systèmes d'information de communiquer entre eux, c'est-à-dire d'effectuer des exports sur un standard défini ou d'effectuer des imports à partir de fichiers standardisés externes. Et donc ça, c'est un sujet qui est au cœur des échanges de la facturation électronique, puisque tous les documents devront être lisibles par les plateformes, par les éditeurs de logiciels, quel que soit leur format, à partir du moment où ils ont été validés par l'Union européenne. Donc ça, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire que tout sera lisible en théorie, quoi. Alors, au niveau des formats de la facture électronique, il existe à l'heure actuelle 3 formats de facture électronique qui sont pour le moment acceptés par l'administration fiscale.
Donc on a la facture non structurée, donc là il s'agit d'un simple PDF, lisible par un humain, mais non exploitable par la machine, ou alors qui nécessite un travail de reconnaissance automatique, notamment par des OCR. Alors attention, ce format ne sera plus accepté à terme une fois l'obligation de recours à la facturation électronique généralisée. Donc là, on parle de 2026. Ensuite, vous avez un autre format, c'est le format structuré. Donc ça, c'est plutôt un format purement machine, format EDI ou XML, qui ne contiendra que des données structurées destinées aux machines et principalement utilisées pour les grandes entreprises qui s'envoient des informations de facturation entre elles. Et puis après, il y a le format mixte dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire c'est composé de données structurées et d'un PDF lisible à l'écran. C'est le cas du format FactureX standard franco-allemand, qui est basé sur un fichier PDF A3 et qui représente une facture originale embarquant un fichier de données structurées XML. Je vais vous le présenter encore tout à l'heure. Donc, si dans un premier temps, il sera toujours possible de déposer des fichiers au format PDF sur les plateformes, à terme, seuls les formats FactureX et les factures sous forme de données structurées de type EDI et XML seront acceptés. Donc, notre recommandation, c'est déjà de vous équiper d'une solution de facturation qui prendra en charge le format FactureX parce que vraisemblablement, c'est celui-ci qui va prédominer, en tout cas chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est une facture électronique? Alors, j'ai pris un exemple de facture X pour vous montrer, parce que je ne suis pas certain que tout le monde ait pu ou ait déjà eu l'occasion d'en voir une en vrai. Donc, vous avez une facture classique avec le nom du fournisseur, le client, donc c'est un fichier PDF comme vous connaissez. Alors, on a une indication sur les numéros de TVA. Jusqu'à là, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, le SIREN fait partie des nouvelles informations qu'il faudra mettre sur les factures numériques, les factures électroniques. Vous avez ici alors un scellement qui est représenté par l'ordre des experts comptables. Alors ce scellement, il est fait lorsque vous passez par la plateforme jefacture.com, puisque c'est la plateforme dédiée aux experts comptables et à leurs clients. Alors quand vous cliquez sur le scellement de l'ordre des experts comptables, vous avez ce type d'information, c'est-à-dire que vous voyez que le document n'a pas été modifié depuis qu'il a été certifié et que l'identité du signataire est valable. Et si vous allez dans les propriétés de la signature, vous arrivez encore à avoir d'autres informations sur l'heure de la signature, les termes d'horodatage et les modifications qui ont été ou qui auraient pu être faites. Voilà. Donc ça, c'est déjà le cachet, hein, quelque part, numérique. Et si nous cliquons sur le trombone, donc il y a un fichier qui est attaché, et là on voit qu'il y a un fichier facture X XML. Donc comment il se présente? Quand on l'ouvre, il se présente de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est un format XML qui se compose d'une série de balises et qui reprennent les informations de la facture, mais qu'ils soient en fait uniquement lisibles pour la machine et qui en fait évite alors d'avoir des des erreurs de recopiage ou d'intégration, puisque là, il y aura une lecture qui sera fiable à 100% en fait, hein, grâce à ce format XML. Voilà donc ce qui était pour la facture électronique. Maintenant, il est temps de vous présenter la réforme de la facturation électronique. Donc, je ne vais pas vous présenter l'intégralité du cadre juridique parce que ça serait encore, je n'ai pas envie de vous assommer avec ça, mais retenez que finalement, de 2010 jusqu'à 2020, il y a eu pas mal de modifications et de textes qui ont été faits, notamment la directive TVA qui libéralise le recours à la facture électronique et qui a été transposée en droit interne en France dans le Code général des impôts avec l'article 289 du Code général des impôts. Et puis après, on a une série d'évolutions juridiques avec notamment la directive de 2014 qui obligeait les entreprises à envoyer des factures électroniques pour les institutions publiques, par exemple l'hôpital. Après, on a eu en 2014 l'apparition de la piste d'audit fiable et du fichier des écritures comptables. On a aussi eu en 2016 des modifications en termes de code civil pour reconnaître l'écrit électronique. On a aussi eu en 2016, applicable pour 2018, l'obligation pour les caisses automatiques de la norme NF 525. On a aussi eu en 2017 l'arrêté du 22 mars qui précise les modalités de numérisation et de conservation des factures papier afin de garantir leur non-altération et leur reproduction à l'identique pendant le délai de conservation légale. Et on a la loi de finances pour 2020 qui nous demande
de passer à la facture électronique, alors avec son article qui était défini et qui a été encore décalé le 15 septembre dernier par l'ordonnance. Mais bon, vraisemblablement, le calendrier ne bougera plus puisqu'on est déjà beaucoup en retard. Regardez, déjà la loi Macron en 2015 avait déjà prévu de passer de 2017 à 2020 les entreprises en facture électronique. Donc là maintenant, on est au bout du bout des décalages et ça va réellement se faire. Donc il va y avoir un chantier à mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec la facture électronique. Ce que je voulais juste vous faire observer, c'était que l'administration a totalement changé de fusil d'épaule vis-à-vis du numérique sur les 10 dernières années, quoi, hein. Et donc, vous voyez que l'administration fiscale s'est dotée de beaucoup de documents juridiques de textes juridiques qui ont permis de passer du papier finalement au numérique totalement, quoi. Et donc, ce n'est pas anodin puisqu'on arrive vraiment au cheminement de tout ce processus. Alors, le calendrier de la réforme, à partir du 1er juillet 2024, donc c'était prévu au 1er janvier 2023, ça a été décalé de 18 mois. L'obligation de réception concerne l'ensemble des entreprises qui devront se mettre en mesure de recevoir une facture électronique. Pour les grandes entreprises ou les groupes de TVA qui sont assujettis uniques, il y aura déjà une obligation d'émission de facture électronique à partir du 1er juillet 2024. Alors, ça concerne les grandes entreprises, sont celles qui ont un effectif supérieur à 5000 personnes et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros ou un total bilan supérieur à 2 milliards d'euros. Vont suivre au 1er janvier 2025 les ETI, c'est-à-dire celles qui ont des seuils qui surpassent celles des PME, c'est-à-dire qui sont supérieures à 250 personnes en termes d'effectifs, qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros ou un total bilan supérieur à 43 millions d'euros. Et dans la foulée, par la suite, et au plus tard, au 1er janvier 2026, toutes les entreprises en dessous des critères de PME, enfin en dessous du seuil des PME, seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Voilà pour le calendrier, donc ça va vite venir. Ensuite, pour les opérations concernées par la réforme, au niveau du schéma, je vous ai parlé des plateformes électroniques. Voici le schéma qui a été fait par la DGFiP. C'est un schéma qui est dit en Y parce que dans d'autres pays, c'est le modèle en V qui a été retenu. Donc, je vais vous parler directement du modèle en Y qui est retenu pour la France. C'est-à-dire que vous avez la cohabitation de plateformes privées qui existent, à laquelle vous pourrez souscrire et utiliser leurs services, mais vous avez toujours la plateforme publique centralisatrice, c'est-à-dire Chorus Pro. C'est la plateforme de l'administration fiscale qui sera toujours au passage et qui percevra et qui collectera à la fois les e-invoicing et les e-reporting. Alors par exemple, si vous avez une entreprise A qui veut envoyer une facture à l'entreprise D, elle va passer par sa plateforme publique. Cette plateforme va l'envoyer à Chorus Pro et Chorus Pro va la remettre à l'entreprise D. Parce que bien sûr, les plateformes privées ne seront pas obligatoires. Ça pourra être, c'est un service que l'entreprise pourra décider de prendre ou pas, et elles permettront d'offrir des services numériques un peu plus importants a priori que ceux que Chorus Pro fait. Mais Chorus Pro le propose pour les toutes petites entreprises qui pourront utiliser cette plateforme pour effectuer leur facture électronique. Si je prends de nouveau l'entreprise A et qu'elle veut envoyer une facture à l'entreprise B, donc cette facture va transiter par la plateforme numéro 1, elle va transiter par la plateforme numéro 2 et qui va l'acheminer à l'entreprise B. Cependant, il y aura aussi une information qui va aller ici qui va être envoyée à Chorus Pro pour l'information de l'administration fiscale des données de facturation. On parle en général de 2 milliards de factures en France, donc ça va faire beaucoup de data qui vont être transmises à l'administration fiscale. Alors, dans ce scénario, la plateforme publique a un triple rôle, c'est-à-dire la centralisation des informations transmises par les plateformes privées, la délivrance directe d'un service gratuit à destination des entreprises, notamment aux plus petites, qui pourront transmettre, déposer ou saisir en ligne leurs factures, mais aussi les recevoir. Et puis, vous avez aussi la transmission des données issues de ces deux sources au système d'information de la DGFiP.
Donc, je vous rappelle que l'usage d'une plateforme partenaire privée n'est pas obligatoire et la plateforme privée devront être préalablement immatriculées en qualité de plateforme partenaire auprès de la DGFiP et certifiées ISO. Alors, ce que je voulais encore rajouter, c'est que beaucoup de plateformes vont être créées d'ici 2022-2023. Nous aurons peut-être les banques qui vont créer leur plateforme également, puisque je parle beaucoup de factures électroniques, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, il y aura le paiement électronique qui sera fait et qui sera aussi automatisé. Et je pense que ce seront des flux qu'ils ne voudront pas perdre de vue. Donc les banques vont aussi créer leur plateforme, ainsi que les éditeurs de logiciels, forcément. Alors, concernant les transactions qui entrent dans le périmètre de la réforme, vous voyez que les factures en B2G sont déjà électroniques. Donc ça, c'est déjà fait. Par contre, en B2B, les factures en EDI seront, enfin, les factures électroniques seront envoyées dans le cadre du B2B en France. Lorsqu'il faudra envoyer des factures à l'international en B2B, et bien là, ça ne sera pas de l'e-invoicing, ça sera de l'e-reporting avec la transmission électronique des données de la facture. Et ça sera également le cas pour le B2C, comme on l'avait dit. Voilà, le B2C, ça sera indiqué de cette façon-là. Les opérations qui sont concernées par l'e-invoicing, bien sûr, ce sont les ventes en B2B pour les sociétés qui sont établies en France, pour celles qui sont établies dans les DOM et aussi pour les factures en B2J. Je rajoute que ça concerne également les acomptes qui se rapporteront aux opérations également. Alors, bien sûr, en cas de non-respect de l'e-invoicing, bien sûr, il y a des pénalités. Hein. On n'oublie pas que c'est un texte fiscal. Donc, vous aurez, si vous ne respectez pas ces conditions selon la date prévue d'obligation, selon votre taille d'entreprise, des amendes de 15 € par facture qui seront limitées à 15 000 € par année civile. Et pour une plateforme partenaire, les pénalités seront également de 15 € par facture, mais limitées à 45 000 € par année civile. Vous aurez également des nouvelles mentions sur la facture, donc les numéros sirènes du vendeur et de l'acheteur. Et vous aurez aussi les options de paiement de la TVA sur les débits, si vous avez opté pour la TVA sur les débits, notamment pour le calcul par l'administration fiscale de l'exigibilité de la TVA. Et vous avez également la nature de l'opération qui sera précisée, si c'est une vente, si c'est une prestation de service, etc. Pour l'e-reporting, ben, vous avez compris que c'est plutôt pour les factures en B2B qui seront envoyées à une société établie hors de France ou alors en les livraisons intracommunautaires, les exportations de biens exonérés, les ventes B2C pour les opérations en France ou les prestations de services B2C. Là aussi, vous aurez des pénalités de 250 € par transmission, limitées à 15 000 € par année civile. Et vous aurez des amendes, enfin, les plateformes partenaires auront des amendes de 750 € par facture, limitée à 45 000 € par année civile. Je vois que le temps tourne, j'avance. Donc, quels seront les impacts de la réforme sur les processus comptables? Eh ben, en termes d'apport, on peut s'attendre à une productivité attendue à plus long terme, puisqu'on aura une réduction qui est estimée en général entre 30 et 40% par rapport aux factures papier. Le processus, c'est-à-dire que le traitement de la TVA devrait en théorie être automatisé totalement et simplifié. Et puis alors, ce qui va changer, c'est au niveau de vos équipes. Les comptables seront sollicités surtout sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Certains les appelleront des data controllers ou alors des business process analysts. Bon, c'est des termes un peu pompeux, mais donc l'idée, c'est de s'assurer que les processus sont efficacement mis en place. Ensuite, en termes de contraintes, il y aura un chantier à mettre en œuvre, hein, il ne faut pas se leurrer, pour se conformer à cette réglementation. Les entreprises devront préparer leur organisation avec leur système. Au niveau des process, la gestion de la TVA au sein des organisations, selon la taille de votre entreprise, pourrait être distillée sur plusieurs acteurs, c'est-à-dire la direction des services informatiques, la comptabilité, le service commercial, la logistique ou autre. Et donc, il sera difficile d'avoir une vision complète du processus. Et puis après, il y a encore cette notion de mode en temps réel, puisque vous allez envoyer la facture en temps réel à l'administration fiscale. Ça ne vous permettra plus d'apporter des corrections manuelles hors système, et les processus TVA devront être nécessairement être revus, puis automatisés.
Et enfin, la digitalisation des processus nécessitera des profils davantage tournés vers l'analyse des données plutôt que l'exécution des tâches. Et ces profils nécessiteront une bonne connaissance de la réglementation et des processus comptables, mais aussi une bonne maîtrise des nouvelles technologies. Alors, comment se préparer pour 2024? Ça, c'est la grande question. Donc, bon, je ne vais pas vous assommer avec tout ce que j'ai pu remarquer, mais disons que la première des choses, c'est déjà d'auditer votre organisation, vos process, et définir la maturité de votre organisation vis-à-vis de l'e-invoicing. Et ensuite, ça sera d'établir une cartographie des flux concernés, notamment pour les processus de vente et les processus d'achat. Donc, par exemple, s'assurer de la conformité des données disponibles dans votre logiciel ERP, revoir les processus de facturation et de TVA collectée, garantir une émission selon le format attendu, le format du fichier, les mentions réglementaires, les données disponibles dans l'ERP, etc. Pour le processus d'achat, et ça concerne toutes les entreprises au 1er juillet 2024, c'est d'être en capacité de recevoir la facture dématérialisée par la plateforme. C'est de permettre, par exemple, la validation de la facture et sa mise en paiement dans les délais réglementaires. Parce que je rappelle encore que la facture électronique, ce n'est pas qu'un sujet d'envoi de facture électronique, c'est aussi un sujet de règlement de la facture qui pourra être fait via les plateformes électroniquement. Ensuite, c'est faciliter la comptabilisation de la facture avec les bonnes imputations pour gagner en productivité. Bon, voilà, ça c'est au niveau de la cartographie des flux concernés. Puis après, ça sera de faire les diagnostics de paramétrage de TVA, de déployer la solution une fois qu'elle aura été trouvée, de mettre à jour votre piste d'audit fiable, c'est fondamental, et toujours, bien sûr, de rester en veille technologique et réglementaire. La seule chose où on vous rend attentif, c'est de ne pas sous-estimer l'impact sur les systèmes d'information de cette réforme et l'effort nécessaire pour se mettre en conformité dans les délais. Alors, on est en fin 2021, on est quasiment en 2022. Les temps vont vite passer. N'hésitez pas à commencer dès maintenant à engager des réflexions sur le sujet. Alors, quel est votre degré de préparation à l'e-invoicing pour 2024? Par exemple, moi, j'ai estimé que s'agissant de la réception des factures fournisseurs, le stade 0, c'est quand on est encore sur un process manuel et papier, qu'on n'a pas de réception de PDF ou de facture électronique et que l'archivage se fait encore papier pour les factures fournisseurs et que au niveau des factures clients, vous êtes encore en train de créer et de les envoyer manuellement, de les archiver en papier, etc. Dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est de lancer un chantier pour cadrer votre besoin, pour vous mettre en conformité, et puis bien sûr, si nécessaire, de nous contacter pour vous aider si vous avez l'envie d'être accompagné à ce sujet. Ensuite, vous avez le stade 1, c'est-à-dire que là, vous avez déjà une entreprise qui est un peu plus mature et qui a un processus semi-automatisé de facturation, avec une présence d'un système OCR pour la reconnaissance des factures et l'imputation comptable, la réception des factures papier, mais aussi en PDF. Et les factures de vente sont archivées automatiquement, centralement depuis l'outil de gestion. Donc là, il faut lancer un diagnostic de process afin de mettre en conformité et optimiser la gestion des factures électroniques. Et puis après, quand vous êtes en stade 2, c'est-à-dire un processus automatisé, une faible part des factures nécessite une intervention humaine. Vous êtes déjà beaucoup avancé, mais il faudra vous mettre en conformité vis-à-vis des plateformes parce que pour l'instant, les grands facturés, les grandes entreprises qui envoient des factures électroniques le font directement par mailing, etc., alors qu'il faudra passer notamment par les plateformes. Voilà. J'arrive au dernier point, c'est la présentation de la plateforme jefacture.com avec laquelle le cabinet est déjà engagé, puisque c'est la plateforme qui est de la profession comptable pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique et l'obligation de la facture électronique en 2024. Alors nous, on travaille déjà avec jefacture.com et on sera en mesure d'embarquer les clients du cabinet pour la réception des factures électroniques et pour la création des factures électroniques à travers cette plateforme qui s'appelle jefacture.com. L'avantage qu'il y a, c'est que bien sûr, elle pourra faire l'intégration dans vos systèmes comptables ou dans le système comptable du cabinet. Elle pourra l'envoyer sur la plateforme publique centralisatrice, donc Chorus Pro, ou sur les plateformes privées, mais on pourra notamment via un service supplémentaire faire le paiement des fournisseurs et faire le règlement des clients. L'intérêt qu'il y a dans à vous embarquer avec la plateforme des experts comptables, c'est que vous n'aurez plus besoin, pour ceux qui sous-traitent la tenue encore au cabinet,
de pouvoir intégrer, d'avoir des besoins de nous envoyer les factures, puisque dès lors qu'elles seront reçues électroniquement pour vous ou envoyées par vous de manière électronique, eh ben, elles seront aussi intégrées dans notre système comptable, dans notre logiciel de comptabilité et de production au niveau du cabinet. Donc, vous n'aurez plus à vous soucier de la transmission des factures auprès de nous, puisqu'on les aura en temps réel comme vous, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la plateforme Je Facture. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Quels sont les services qu'une plateforme privée va proposer? Donc, c'est une déjà des plus avancées, en fait, en termes de plateforme privée. Donc, elle va pouvoir vous aider à créer des factures électroniques, de collecter les factures d'achat et de vente. Elle fera le métier qu'elle devra faire, c'est-à-dire les contrôles légaux, contrôle des mentions obligatoires, les contrôles de cohérence. Elle validera la facture, soit par l'entreprise, soit par le cabinet, parce que plus tard, le cabinet pourra proposer de s'occuper pour vous du paiement des factures et du recouvrement aussi des créances clients. De transformer au format FactureX vos factures. Ça dépend par quel système vous passerez. Soit vous le ferez en ligne, soit vous avez un logiciel qui permettra de préparer un fichier pour le transformer en FactureX à travers la plateforme, etc. Associé à cela, il y aura le scellement de la facture avec le cachet de l'ordre des experts comptables. Et vous aurez bien sûr un archivage sur 10 ans qui sera fait avec le partenaire de la plateforme qui est Orange Business Service. Et ensuite, il y aura la transmission des factures de vente, alors par email simple, avec option de bouton de paiement à Chorus Pro, ou avec d'autres dossiers qui sont sur jefacture.com, ou alors encore avec d'autres plateformes privées. Moyennant une option supplémentaire, vous pourrez faire le règlement des factures d'achat, et bien sûr, il y aura une intégration comptable de ces factures-là. Voilà un petit peu pour les possibilités de la plateforme. Donc, elle pourra collecter les factures d'achat et leurs règlements. Elle pourra faire le traitement et la distribution des factures de vente aux clients. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Elle permettra de récupérer automatiquement les factures de vente émises par les logiciels de facturation. Et une fois traitées, elles seront transmises selon les modes de distribution attendus pour chaque client, par mail, par Chorus Pro, par EDI ou autre. J'avance un petit peu. Donc, par exemple, quand vous créez une facture, chaque facture va subir les traitements nécessaires pour que son contenu soit lu et interprété à 100% pour un traitement comptable et par taux de TVA. Donc ça, c'est l'arrivée de la facture. Les données sont contrôlées tant au niveau métier, c'est-à-dire les contrôles de cohérence qu'au niveau légal, avec l'identification et l'existence des tiers mentionnés sur la pièce. Donc ça, c'est la partie contrôle. Ensuite, vous avez le document FactureX qui est ensuite créé, sauf si la facture a été créée dans ce format par le logiciel de facturation de votre entreprise, si vous êtes déjà doté d'un logiciel qui permettra de créer des factures électroniques. Donc, on est à cette étape-là. Ensuite, ce document sera scellé avec le cachet de l'ordre des experts comptables. Il sera distribué et on pourra procéder au règlement et à l'archivage. Alors, bien sûr, vous aurez des tableaux de suivi de règlement pour savoir quels sont les fournisseurs qui restent à régler selon les dates d'échéance des factures, etc. Et vous pourrez le voir sur n'importe quel support, avec une tablette, avec un smartphone. Et vous pourrez également les collecter simplement en les prenant en photo. Donc, ça sera plutôt simple de pouvoir intégrer les factures sur jefacture.com. Et vous aurez bien sûr le suivi des échéances fournisseurs et des clients qui sera également disponible pour vérifier si une facture fournisseur ou client est encore due. Donc tout ça, ça sera automatisé et ça passera notamment par cette plateforme. Il en existera d'autres, mais elles ne sont pas encore toutes créées et on aura vraisemblablement la création de plateformes en 2022 et 2023. Voilà, je vois que l'heure tourne, il est 14h09, j'ai un peu débordé. J'espère que ça a été pour vous, que je ne vous ai pas trop assommé. Maintenant, je voulais savoir si vous aviez des questions. Je n'en vois pas, donc je pense que vous pouvez toujours me contacter si vous le souhaitez pour avoir plus d'informations au niveau de la facture électronique. Je suis joignable à ce niveau-là. Et puis sinon, écoutez, si je ne vois pas d'autres questions, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction que j'ai mis dans le chat avant de vous déconnecter. Nous vous retrouverons le 15 décembre prochain pour un sujet différent. Ça sera sur les contrôles URSSAF et les top 5 des redressements qui ont eu lieu en 2021.
pour finir l'année. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de vous porter bien et de passer une bonne après-midi. À très bientôt. Au revoir.